Mes chers collègues, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Avant de débuter nos travaux, dans l'espoir que ceci intéresse certains de nos collègues, je vais, comme à l'accoutumée, passer la parole à notre directrice générale des services pour qu'elle procède à l'appel. Bonsoir. Monsieur Geoffroy présent, Madame Métral-Bornet présente, Monsieur Delpuech présent, Madame Brodas présente, Monsieur Samingo présent, Madame Gautin donne pouvoir à Madame Georget, Monsieur Guilbeault présent, Madame Mollard-Cadix présente, Monsieur Vignol présent, Madame Lodé-Desmas présente, Monsieur Bourdeau présent, Madame Georget présente, Madame Savy présente, Madame Laforgue présente, Madame Lafont présente, Monsieur Luttmann présent, Monsieur Guise donne pouvoir à Monsieur Alamami, Madame Kozak présente, Monsieur Zawi présent, Madame Bourdelot-Le Roland donne pouvoir à Madame Kozak, Monsieur Alamami présent, Monsieur Loret présent, Monsieur Yumi Ngamo donne pouvoir à Monsieur Luttmann, Monsieur Rang donne pouvoir à Monsieur Delpuech, Madame Vivian présente, Madame Kirkali présente, Madame Hillman donne pouvoir à Monsieur Loret, Monsieur O'Haraud donne pouvoir à Monsieur Vignol, Madame Massé présente, Monsieur Rouillet absent. Il donne pouvoir à Monsieur. D'accord. Donc Monsieur Rouillet donne pouvoir à Madame Massé, Madame Adjeli donne pouvoir à Monsieur Vrignot présent, Monsieur Rousseau présent, Monsieur Pelou donne pouvoir à Monsieur Rousseau et Madame Pelou présente. Très bien. Le quorum est donc atteint. Nous pouvons valablement délibérer. Lors de notre précédente séance, la plume était tenue par notre collègue Muriel Gautin. Tout le monde a reçu le compte-rendu, qui n'a pas appelé de remarques ni de demande de rectification. Pas davantage en séance, donc je suppose que nous allons l'adopter. Qui est favorable ? Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Il en est donc ainsi décidé. Si l'intéressé en est d'accord et que nous y consentons, le compte-rendu de notre séance serait aujourd'hui effectué par notre collègue Jean-Michel Guilbeault. Il est d'accord et nous n'y voyons pas d'opposition. Il en est ainsi décidé. Avant de débuter nos travaux, je voudrais vous informer d'une triste nouvelle dont j'ai eu connaissance la semaine passée. Peut-être que certains d'entre vous l'ont apprise. Il s'agit du décès d'une personne que nous avons bien connue pour plein de raisons sur la commune. Je veux parler de Madame Claudine Thor, qui est décédée il y a une dizaine de jours. Bon, Claudine a été très active dans beaucoup d'actions communales et associatives dans le champ social. Elle était l'épouse de Charles Thor, que nous avons bien connu, un militant politique de belle stature, un homme intelligent et très impliqué dans la vie publique, qui a siégé au conseil municipal pendant un mandat. En notre nom à tous, j'ai pris l'initiative de l'appeler pour lui dire bien sûr tout ce que je ressentais et sans aucun doute tout ce que l'équipe municipale dans son ensemble ressentait également à l'annonce donc du décès de Claudine Thor, qui, m'a-t-il dit, était atteint depuis 3 ans maintenant de la maladie d'Alzheimer et avait décliné jusqu'à cette issue malheureusement fatale. Donc je voulais vous en informer. Et, Claudine n'était pas élue de la commune, mais elle était
tellement proche de l'action publique sur la commune que je souhaitais l'évoquer. Et si vous en êtes d'accord, je propose que nous ayons un moment de recueillement en sa mémoire. Je vous remercie. Nous avions initialement 9 points inscrits à l'ordre du jour. Nous n'en évoquerons que 8, car comme ceci a fait l'objet d'une communication à la fois en commission et ensuite, je crois, en direction de chacun d'entre vous, il n'y a pas lieu de traiter le point 7, qui concernait la fusion des écoles maternelles et élémentaires du groupe scolaire Lannou à la Sansonne, puisque ce point avait été inscrit à l'ordre du jour après que nous soit annoncé le départ en retraite de Madame France Ruban, la directrice de l'école maternelle. Or, elle nous a fait savoir que, ayant repris donc l'ensemble des éléments lui permettant d'envisager de prendre sa retraite, il lui faudrait faire une année de plus, ce qui explique qu'elle ne prendrait donc pas sa retraite à la fin de la présente année scolaire, mais à la fin de l'année scolaire prochaine. Et donc la question de la fusion au sein d'une école primaire des deux écoles ne se pose plus aujourd'hui, et elle ne se posera éventuellement qu'à la même période l'année prochaine, parce que vous savez que c'est en novembre, un dernier délai que nous devons avoir délibéré pour une décision qui appartient à la commune, de regrouper 2 écoles maternelles et élémentaires qui se trouveraient sur le même site en une école primaire, comme nous l'avons fait à Sommeville il y a quelques années et plus récemment à la Tour d'Aleron. Nous avons donc 8 points à l'ordre du jour. Le premier d'entre eux que nous présente notre première adjointe, Marie-Martine Métral-Bornès, c'est le rapport d'orientation budgétaire pour l'année 2026. Merci, Monsieur le maire. Ça marche ? Bonsoir à tous. Ce débat d'orientation budgétaire, c'est un moment très important dans le cycle budgétaire des collectivités, permettant de renforcer la démocratie représentative en instaurant une discussion au sein de l'Assemblée délibérante sur les priorités, les évolutions de la situation financière de la collectivité. Il donne donc ainsi l'occasion aux élus de s'exprimer sur une visibilité pluriannuelle des opérations d'investissement qui seront portées. Conformément donc aux dispositions des articles L2312-1 et D2312-3 du Code général des collectivités territoriales, il doit se dérouler dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget primitif, un débat sur les orientations budgétaires. Ce débat est la première étape incontournable du cycle budgétaire qui donne aux membres de l'Assemblée délibérante les informations qui leur permettront d'exercer leur pouvoir à l'occasion du vote du budget primitif. Le DOB s'effectue sur la base d'un rapport précisant la situation financière et économique de la collectivité, les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que la structure et la gestion de la dette. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport comporte en outre une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Il ne s'agit pas de présenter tous les éléments constitutifs du budget, mais bien d'évoquer le contexte financier national et local dans lequel ce budget se construit, ainsi que les actions fortes et les priorités qui se dégageront. J'ai donc l'honneur de bien vouloir vous présenter les grandes lignes des orientations budgétaires pour l'exercice 2026 que nous avons tous lues. Il est rappelé que le rapport doit être transmis par la commune au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre dans un délai de 15 jours à compter de son examen par l'Assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public à la mairie et par voie dématérialisée sur le site de la ville dans les 15 jours suivant la tenue de ce débat d'orientation budgétaire. Alors, le contexte financier des collectivités
Il est marqué par la poursuite de la désinflation en France, avec une inflation annuelle attendue autour de 1,2% en septembre 2025, le taux le plus faible de la zone euro. Cependant, les perspectives économiques mondiales prévoient une inflation mondiale supérieure au taux recommandé de 2%. Pour les collectivités territoriales, la situation est marquée par une dégradation générale des finances locales en 2024, avec une réduction des ressources, une ponction des trésoreries et une accentuation de l'endettement. Dans ce contexte, l'autofinancement, l'épargne brute, a fortement baissé et le besoin de financement des collectivités s'est accru. La commune de Comble-la-Ville s'efforce de maintenir une situation stable face à cette dégradation générale. Quels sont les efforts demandés par la loi de finances 2026 ? Le projet de loi de finances pour 2026 s'inscrit dans une trajectoire de redressement des comptes publics et demande une nouvelle fois un effort aux collectivités territoriales estimé à 4,6 milliards d'euros, soit 15% de l'effort global du budget 2026, alors que la dette locale ne représente que 8% de la dette publique. Les principales mesures impactant les finances de la commune sont le dispositif d'Illico 2. Comble-la-Ville sera probablement contributrice à ce dispositif élargi, avec une contribution estimée à près de 100 000 euros. Le reversement de cette contribution sera étalé sur 5 ans et conditionné à la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Ensuite, la réduction des compensations de l'État. Le projet de loi de finances 2026 prévoit une minoration de 25% de la compensation relative à l'abattement de 50% applicable aux valeurs locatives des établissements industriels, ce qui se traduirait par une perte d'au moins 212 677 euros pour la commune. Augmentation des cotisations de la caisse de retraite. L'augmentation progressive du taux de la cotisation patronale pour la caisse de retraite des fonctionnaires territoriaux, c'est la CNRACL, entraînera un coût supplémentaire de 300 000 euros par an pour Comble-la-Ville. Le taux passera notamment à 37,65% en 2026. Et puis des autres baisses, la suppression définitive du FCTVA de fonctionnement, la perte est estimée à 50 000 euros et le rabotage de 500 millions d'euros de l'enveloppe des fonds verts. L'examen de projet de loi de finances pour 2026, nous le rappelons, est toujours en cours et pas encore définitif. L'orientation budgétaire, les prévisions des recettes et l'évolution des dépenses de fonctionnement. L'orientation budgétaire de la commune repose sur le maintien d'une gestion prudente et résiliente. L'orientation fiscale, l'orientation principale est l'engagement de ne pas augmenter les taux d'imposition sur ce mandat, maintenant ainsi la stabilité de la pression fiscale. Sur les recettes de fonctionnement, les recettes réelles de fonctionnement ne connaîtront pas d'évolution notable en 2026. La dotation globale de fonctionnement est maintenue au niveau de 2025, ce qui représente tout de même une baisse en euros constants compte tenu de l'inflation. Les recettes de la taxe foncière bâtie sont prévues à 17 672 441 euros en 2026 et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires est estimée à 182 471 euros. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, l'objectif est la maîtrise constante des dépenses. Le projet 2026 de dépenses réelles de fonctionnement est estimé à 28 800 000 euros. Pour rappel, elles étaient de 28 937 390 euros en 2025, soit une stabilité totale. La maîtrise de la masse salariale est un axe majeur, contenu dans une enveloppe de 18 900 000 euros pour 2026, soit 65% des dépenses réelles de fonctionnement, hors augmentation de la caisse de retraite. L'autofinancement, la stratégie vise la sauvegarde de l'autofinancement structurel. L'objectif est de maintenir une épargne brute autofinancement supérieure au remboursement du capital de la dette afin de garantir l'équilibre réel du budget. Alors, la présentation des investissements, dont le nouvel équipement MJC. Donc, le coût global des investissements pour 2026 s'élèvera à environ 6,9 millions d'euros, ciblant principalement l'entretien du patrimoine, la mise en conformité et l'accessibilité des bâtiments publics. Le grand projet d'investissement de fin de mandat, c'est l'aménagement d'un nouvel équipement pour la MJC, évalué à 4 millions d'euros.
Le financement de ce programme d'investissement, et notamment du projet MJC, repose sur les principales ressources suivantes. Au niveau des cessions, le montant des cessions en 2026 est estimé à 4 200 000 euros. L'autofinancement, l'utilisation de l'autofinancement de la commune est fondamentale pour le financement des investissements. Il représente près de 1 million d'euros. Et un emprunt limité, le recours à l'emprunt est très limité à hauteur du remboursement en capital. L'inscription budgétaire pour l'emprunt en 2026 sera de 1 million d'euros, ce montant étant dû à concurrence du remboursement du capital de la dette. Donc, après vous avoir exposé tout cela, eh bien, je demande votre avis sur ce rapport dont vous devez prendre acte. Avant de conclure, moi, je voudrais quand même, et très sincèrement, souhaiter mes remerciements vraiment très sincères à l'ensemble des services et des personnels qui ont contribué à l'élaboration de ce rapport d'orientation budgétaire. Leur expertise, leur disponibilité et la qualité du travail fourni ont été déterminants pour construire une vision claire et partagée de nos enjeux à venir. Merci à chacune et à chacun pour votre engagement au service de notre collectivité. Voilà. Merci. Alors, avant d'ouvrir le débat et de permettre, bien sûr, à toutes celles et tous ceux d'entre vous qui souhaiteront s'exprimer, je voudrais revenir sur 3 points en particulier qui me semblent importants au moment où nous évoquons, à partir de ce que nous savons aujourd'hui, les perspectives budgétaires pour notre commune pour l'année prochaine. Première remarque, bien que le flou soit probablement au sommet de son art par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître année après année de la part de l'État, nous avons souhaité maintenir le vote du budget primitif, qui est un budget prévisionnel, dans le même calendrier que les années précédentes, pour plusieurs raisons. La première étant qu'il est toujours plus naturel de débuter un exercice budgétaire avec un budget déjà voté et déjà entré en vigueur. Nous ne sommes pas sur des estimations à partir du réalisé de l'année précédente, et notamment sur l'ouverture pour nos investissements des 12e d'investissement correspondant à ce que nous avons réalisé l'année précédente. Nous sommes sur une capacité à engager les dépenses dans le respect des inscriptions budgétaires, mais en fonction du rythme que nous souhaitons appliquer et qui nous est possible. Ça, c'est la première remarque. Je comprends par ailleurs que certaines collectivités ne souhaitent pas ou n'aient pas la possibilité, puisque ça n'était pas leur stratégie jusque-là, de présenter un budget avant le printemps prochain. En tous les cas, nous tenons bon sur cette volonté. La deuxième chose que je voudrais évoquer, c'est une fois de plus le caractère assez ahurissant du positionnement de l'État à l'égard des collectivités locales. Il y a les belles paroles, nous en avons entendu souvent, nous en entendrons probablement encore jeudi dans l'après-midi lorsque le Premier ministre viendra clôturer le congrès des maires de France qui a commencé ce matin et qui s'achèvera jeudi soir. Les réalités sont ailleurs. Je veux revenir sur le fameux DILICO, dispositif de lissage, qui peut-être s'imposerait à nous, alors que dans sa première version, nous n'étions pas concernés. On nous prélèverait 100 000 euros qu'on nous rembourserait en fonction de l'observation qui serait faite de manière unilatérale qu'on est ou non de bons élèves, c'est-à-dire qu'on ne dépense pas trop. Nous avons presque les chiffres définitifs, ils le seront bien sûr au 31 décembre,
d'une grande partie de nos dépenses de l'année 2025, et notamment avec peu de risques d'erreurs majeures, les chiffres de notre dépense de personnel. Si, et c'est le deuxième point que je voulais évoquer, si par ailleurs l'État n'avait pas eu la très mauvaise idée de décider pendant 4 ans de nous prélever 300 000 € au titre de l'augmentation de notre cotisation d'employeur au bénéfice de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, nous aurions une dépense de personnel en 2025 inférieure à ce qu'elle a été en 2024. Elle sera supérieure parce que nous avons eu 300 000 € obligatoirement à payer du fait de la décision unilatérale de l'État. Et l'État augmente à nouveau de 300 000 € cette année, ça sera 300 000 € en 2027, ça sera 300 000 € en 2028. Si l'État décide que le constat que nos dépenses de personnel augmentent fait de nous un mauvais élève et qu'il ne nous rembourse pas intégralement ou en partie le DILICO, nous n'aurons rien à dire. Ça relève quand même de l'extravagant. On nous crée des dépenses obligatoires qu'il faut assumer, et ensuite on jugera souverainement si cette dépense fait de nous malgré tout un bon élève ou un élève moins bon, et qui, à ce titre, étant moins bon, doit être sanctionné et auquel on ne remboursera pas le prélèvement qu'on a fait sur son budget en 2026. Bon. C'est un exemple que je prends qui est révélateur de la manière dont l'État se comporte à notre égard. Je vais vous rappeler des chiffres. Vous allez bien sûr peut-être penser que je radote, mais je continuerai à radoter. En 2014, nous avons touché de l'État 4 739 855 € de dotation globale de fonctionnement. En 2026, nous toucherions, d'après les informations que nous avons, 2 994 891 €, soit 1 744 964 € de moins. Cumulé entre 2015 et 2025, le total des prélèvements à partir de ce différentiel constaté de l'année 1 jusqu'à l'année 11 de 1 744 000, le total dépasse 16 millions d'euros. L'État a pris dans la poche de la commune plus de 16 millions d'euros depuis 10 ans, 16 millions qui nous étaient dus, puisque la DGF n'est pas un cadeau que l'État fait aux collectivités, mais c'est le dû aux collectivités du fait des compétences qui ont été dévolues dans le cadre des lois de décentralisation aux collectivités locales. Je rappelle que le montant total de la dette de la commune est curieusement de 16 millions d'euros. Deuxième exemple que je voulais vous donner pour éclairer les conditions dans lesquelles les collectivités, la nôtre en particulier, sont appelées à présenter un budget toujours en équilibre, toujours sincère, parce que le nôtre est en équilibre, le nôtre est sincère. On ne peut évidemment pas dire la même chose du budget de l'État pour l'année prochaine. Je terminerai mon propos en disant que l'examen des deux budgets, celui de financement de la sécurité sociale et celui de l'État et du pays tout entier, sont encore en discussion au Parlement, dans les conditions dont vous êtes probablement informés. Mon regret, c'est que je n'entends aucun parlementaire monter au créneau dans les interviews du matin, dans la presse, pour dire que les collectivités locales continuent à être maltraitées, que c'est la vie quotidienne de leurs concitoyens qui est en cause dans les communes concernées. Je fais ce constat amer, parce que finalement, les parlementaires s'en fichent des collectivités locales. Aucun d'entre eux
que ce soit au niveau national ou en proximité, ne prend la peine de venir demander aux maires ce qu'ils ont à dire sur la manière dont l'État les traite, parce que l'État, au passage d'une loi de finances, c'est eux qui votent le budget et qui donc votent les conditions dans lesquelles nous serons appelés à proposer à nos concitoyens l'accompagnement de plus en plus indispensable dont ils ont besoin. Voilà, je voulais ajouter ça avec la vigueur d'un propos d'un maire qui, comme tous les maires de France, commence à être très irrité par les paroles d'un côté et les gestes de l'autre, l'écart entre les paroles de l'État et les gestes à notre égard, je pourrais même dire à notre encontre, cet écart est grandissant et est devenu insupportable. Je pense que dans leur discours de fin de congrès, avant que le Premier ministre ne s'exprime jeudi dans l'après-midi, notre premier vice-président André Léniel, qui lira la motion finale du Congrès, et notre président David Lisnard reprendront quelques éléments du propos que je viens de tenir, j'en suis intimement persuadé. Le débat est ouvert. Madame Massé. Le programme d'investissement est à nouveau très vague. Par exemple, quels sont les bâtiments communaux qui vont être rénovés pour 1 500 000 €? Est-ce que certaines écoles vont faire l'objet de rénovations énergétiques, sachant que les enfants ont froid en hiver et chaud au printemps dans certains établissements? D'autre part, quelles sont les actions précises qui vont être menées dans le cadre du développement durable dont le montant est de 80 000 €? Merci. D'autres remarques? Oui, je vous en prie. Vas-y, vas-y. C'est bon. Oh là là. Bien. J'avais prévu quelques notes, mais du coup, après vous avoir écouté, je vais essayer de faire sans notes. D'abord, nous avons entendu votre colère. Vous n'êtes pas le seul à être en colère. Et tous les jours, on entend dans les radios, télévisions, effectivement, vous avez parlé des parlementaires. Je pense qu'on est noyé dans les informations et malgré tout, j'ai entendu quand même quelques parlementaires de tous bords expliquer quand même qu'au niveau des collectivités locales et des communes, les situations se tendent et effectivement nous constatons, comme vous, nous déplorons même qu'effectivement on va demander encore aux collectivités locales des efforts en substituant des fonds qui leur sont logiquement attribués. Comment en est-on arrivé là? C'est une des questions qui se posent. Des choix politiques ont été faits précédemment. On entend un ministre de l'économie qui, après avoir dit « j'ai géré très correctement en bon père de famille la France », reconnaître il y a 1 ou 2 jours « je me suis peut-être un peu trompé ». Je pense que dans cette situation aujourd'hui, au regard des éléments que vous avez développés, que vous avez noté, le caractère, vous avez dit, ahurissant de l'État, les prélèvements qui ont été faits, je pense qu'on va devoir prendre un peu de temps pour regarder un petit peu plus profondément la proposition qui nous est soumise ce soir, au regard d'un certain nombre d'éléments, notamment dynamiques, par rapport aux investissements, par rapport au développement d'un certain nombre de secteurs d'activité qui n'apparaissent pas suffisamment clairement pour nous dans votre, bien sûr, proposition de budget. On est bien conscient que ce n'est pas un budget définitif qui sera adopté en 2026. Donc surtout cette réflexion à la fois nationale, à la fois locale, nous serons amenés à nous abstenir sur
la proposition du rapport d'orientation budgétaire, dans l'attente d'avoir un petit peu plus fouillé et regardé quels vont être aussi les impacts dans les prochains jours sur les décisions qui vont être prises au niveau national sur les collectivités. Excusez-moi d'être un petit peu embrouillé, mais c'est aussi le cœur qui parle et aussi quand j'interviens. Voilà. Merci. Merci. D'autres interventions? Oui. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, le micro, oui, c'est bon? Non, pardon. Ouais, j'ai vraiment... Ouais, non. Allez, on va essayer autre chose. Merci. Voilà, ça va être mieux. Désolé. Mes chers collègues, le débat d'orientation budgétaire que nous avons ce jour garantit l'information des conseillers municipaux et permet de rendre compte de la gestion de la ville. Ce débat est un moment important de discussion et d'échange, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est pour cela qu'en tant que président du groupe majoritaire, je prends la parole. L'élaboration de ces orientations budgétaires s'inscrit dans un contexte lunaire, et ce, depuis le début de ce mandat. Souvenez-vous, mes chers collègues, 2020 avec la pandémie et la distribution en urgence de masques faite par vous, les élus, dans chaque boîte aux lettres des Comblavilaises et Comblavillais. Puis la guerre en Ukraine et ses terribles conséquences. Et enfin, aujourd'hui, notre pays fait face à un déficit abyssal et le gouvernement, quel qu'il soit, a décidé ou tente de faire des économies via un éventuel projet de finances 2026. Notre pays vit à crédit. Je rappelle que son dernier budget à l'équilibre remonte à 1974, 51 ans. Nous, notre devoir, c'est d'avoir un budget à l'équilibre, et ce, chaque année. La loi de finances aura un impact sur les finances des collectivités en ponctionnant environ 4,6 milliards. Pour nous, cela va se concrétiser par une contribution au dispositif d'Illico 2 à hauteur de 100 000 €, une diminution du fonds vert qui passe de 2,5 milliards à 650 millions, une augmentation des cotisations patronales à la caisse de retraite des fonctionnaires territoriaux, c'est 300 000 € par an, 300 000 € en 2025, même chose 2026, 27, 28. Et la suppression de la dotation de la FCTVA. Donc nous avons ce qu'on appelle l'effet ciseau. D'un côté, des recettes qui stagnent, voire qui baissent à cause de l'État, et de l'autre, des dépenses qui augmentent, là aussi, à cause de l'État. Sur la dotation forfaitaire, elle se stabilise à 2 994 000, mais en 2014, vous le précisiez, monsieur le maire, elle était de 4 739 000. Donc, à savoir une différence de 1,6 million. Et si on peut faire le parallèle que vous avez fait tout à l'heure, si on avait gardé cette somme, ça aurait fait à peu près 16 ou 17 millions. Et fait du hasard, c'est le montant de notre dette à l'heure actuelle. Ce contexte se traduit, vous l'avez compris, par une diminution des dotations de l'État qui sont pourtant destinées à assurer un équilibre et une équité fiscale sur le territoire national, pas uniquement sur la commune de Combes. Cette baisse des dotations a pour conséquence dommageable d'affecter la capacité d'autofinancement et d'investissement des communes. Alors, face à ce constat alarmant, le groupe souhaite travailler au futur tout en prévoyant le présent. Ces orientations budgétaires tiennent compte de notre choix assumé, et vous l'avez rappelé maintes fois, monsieur le maire, de ne pas compenser les manquements de l'État en les répercutant sur les Comblavilais. Ceci, je pense, est important de le souligner. Le choix que nous avons fait depuis 2002, après avoir baissé les taux de 1995 à 2001, de ne pas augmenter la pression fiscale. Ce sera la même chose pour 2026. Notre choix est que la commune poursuive ses efforts pour maintenir une situation financière saine, en n'augmentant pas ses taux d'imposition, en maintenant ses crédits de fonctionnement, en ayant une maîtrise de la masse salariale grâce au recensement rigoureux des besoins, la sauvegarde de l'autofinancement et enfin la maîtrise de la dette communale, contrairement à celui de l'État qui persiste à vivre à crédit. Ce choix est reconduit aujourd'hui lorsqu'on lit ces orientations budgétaires. Tout ceci me permet de dire que nous restons fidèles à notre ADN, qui est d'avoir une gestion claire avec une dose de réalisme, de sérieux, et surtout d'être à chaque instant auprès des Comblavilaises et des Comblavilais afin d'améliorer leur quotidien, leur ville, en faisant des investissements.
Au regard de tout ce qui a été dit précédemment, nous ne pouvons, Monsieur le maire, que vous assurer de notre soutien pour l'élaboration et le vote de cette nouvelle feuille de route budgétaire. Merci. Merci. Merci tout d'abord de ces derniers propos qui ne sont pas une surprise, mais qui sont assez clairs dans un sens très favorable. Avant de revenir brièvement sur les propos qui ont été tenus précédemment, je voudrais rappeler que l'étape où nous sommes est la première d'un processus budgétaire qui conduit au vote du budget primitif, ça sera le mois prochain, et ensuite à l'aménagement de ce budget en cours de route, en fonction en particulier des résultats de l'exercice précédent, en l'occurrence des résultats que nous constaterons au compte financier unique 2025, et qui permettront, bien évidemment, d'abonder tant en fonctionnement qu'en investissement le budget primitif, et donc de poursuivre avec des données de plus en plus actualisées l'exercice budgétaire de l'année prochaine, ce qui explique qu'au stade où nous en sommes, nous sommes sur des orientations avec des grandes masses, et que c'est au fur et à mesure où nous allons avancer qu'à partir de ces orientations qui seront la base à partir de laquelle le budget sera détaillé, nous pourrons mieux répondre à vos questions. En ce qui concerne les investissements, il est clair que nous allons accentuer à partir de l'année prochaine, nous commençons déjà cette année, en 2025, notre stratégie qui ne peut et ne doit que s'amplifier en matière de renaturation en ville et en particulier sur les cours d'école où des premiers travaux vont se dérouler durant l'exercice budgétaire 2025 sur les écoles. Et puis, en ce qui concerne les bâtiments à proprement parler, il y aura bien évidemment, à partir de 2026 et avec une amplification dans les années suivantes, à mettre en place un programme global de mise à niveau sur le plan climatique de nos bâtiments communaux et en priorité nos écoles et nos équipements sportifs. Tous ne sont pas au même niveau de performance. Nous avons fait faire, on l'avait déjà évoqué ici, un diagnostic de l'état thermique de nos groupes scolaires. Et j'avais d'ailleurs évoqué, je crois ici même, que nous avons été à la fois surpris et pas surpris de constater que les groupes scolaires qui ont le plus besoin, et en priorité, dirais-je, de travaux visant à réduire leur impact énergétique et climatique sont les groupes scolaires les plus récemment construits. Celui qui dépense le plus, c'est le groupe scolaire des Quincarnelles, qui est le dernier groupe scolaire construit, si on accepte Sommeville, qui a été une rénovation-extension et qu'on ne peut pas analyser de la même manière que l'on peut analyser les Quincarnelles. Donc, vous aurez tous ces éléments, bien évidemment, plus détaillés dans le document budgétaire lui-même. À la question de Bernard Vigneault, je vais répondre de manière assez précise. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Eh bien, moi, je vais vous le dire. En 2002, le président de la République et son gouvernement, c'était Jean-Pierre Raffarin, ont proposé aux collectivités locales qui l'ont bien sûr approuvé un pacte. Ce pacte, c'était quoi? C'était chaque année, la dotation globale de fonctionnement augmente, bien évidemment, de l'inflation, mais également de la moitié de la croissance. C'est-à-dire que si l'inflation était de 2% et la croissance de 2%, la DGF n'augmentait pas de 2%, elle augmentait de 2%, plus la moitié de 2, 1, c'est-à-dire de 3%. C'est ce que nous avons connu durant le deuxième mandat, le quinquennat de Jacques Chirac, jusqu'en 2007. C'est ce que nous avons connu, sous les gouvernements de Jean-Pierre Raffarin, puis de Dominique de Villepin. En 2008,
crise financière, vous vous en souvenez tous, sous la présidence de Nicolas Sarkozy et le gouvernement de François Fillon, il a été décidé, j'entends encore les cris d'orfraie, d'abandonner la prime à la croissance, c'est-à-dire la moitié de la croissance, mais de maintenir l'indexation sur l'inflation. Mais c'était un scandale. Dans le cas que j'évoquais tout à l'heure, s'il y avait 2% d'inflation et 2% de croissance, eh bien, la DGF n'augmentait que de 2%. Mais elle continuait à augmenter. Et puis, à partir de 2015, sous le mandat de François Hollande et monsieur le maire de Nantes étant Premier ministre, eh bien, nous avons connu ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Là, on ne parle plus de ne pas indexer. Non, non, on ne parle plus de ne pas indexer. On pique 30% de DGF en 5 ans. Voilà ce qui s'est passé. Et depuis, Jean-Marc Ayrault, il n'a fait qu'appliquer ce qu'on lui avait demandé d'appliquer là-haut, à l'Élysée. Bon, et puis, depuis que le président Macron est en place, eh bien, la politique s'est maintenue, elle s'est même un peu amplifiée, avec le résultat que l'on sait tout à l'heure. Voilà la réalité. Les responsabilités, elles sont claires en matière de dotation aux collectivités locales. Ce que je viens de vous dire est vérifiable à tout moment, et c'est implacable. Je connais le chef de l'État et le Premier ministre qui ont engagé la purge de la DGF des collectivités locales. C'est la réalité. Vous souhaitiez quelques informations, les voici. Et bien évidemment, j'aurai peut-être dans les temps qui viennent à rappeler un certain nombre de ces réalités à ceux qui auraient l'idée un peu saugrenue de donner des leçons alors que balayer devant leur porte ne serait probablement pas totalement inutile. Bien, eh bien écoutez, le vote aujourd'hui consiste à prendre acte du fait qu'il y a eu débat sur les orientations budgétaires, c'est ça la réglementation. Donc je vais vous inviter à vous prononcer. Qui est favorable donc à cette prise d'acte? Avis contraire? Je n'en vois pas. Abstention? Très bien. Il en est ainsi décidé. Je vous en remercie. Le point numéro 2 que nous présente Éric Alamami, c'est une annulation de titres de recettes, admission en créance éteinte. Merci, monsieur le maire. La commune de Comble-la-Ville a été destinataire d'une demande d'annulation de titres de recettes correspondant à l'application de décisions de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne portant sur l'effacement de la dette de particuliers. Les titres de recettes concernés pour un montant total de 221,60 € correspondent aux impayés couvrant les prestations suivantes: conservatoire, restauration scolaire et études surveillées. Le motif d'irrecouvrabilité de ces créances est classé dans la catégorie créance éteinte. C'est l'extinction de la créance qui a été prononcée dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou dans le cadre de la clôture d'une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs. La créance éteinte s'impose alors à la commune et au comptable public. Plus aucune action de recouvrement n'est possible. Par conséquent, ces titres deviennent des dépenses de fonctionnement pour la commune, les crédits nécessaires ayant été prévus dans le cadre du budget primitif 2025 au chapitre 65. Il convient de donner suite aux décisions de la commission relayées par notre comptable public. Au vu de ces éléments, monsieur le maire vous propose d'annuler les titres de recettes correspondant aux dettes des particuliers, sachant que la commission administration générale, finances et ressources humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci. Merci. Bon, vous savez tous, on n'a pas le choix. Ceci s'impose à nous et il faut en prendre acte. Pas de remarques, pas de questions. Je mets aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Il en est ainsi décidé. Le micro reste entre les mains de notre collègue Éric Alamami qui nous présente le rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes pour l'année 2025 sur notre commune.
Merci, monsieur le maire. L'article 61 de la loi du 4 août 2014, codifié à l'article L2311-1-2 du Code général des collectivités territoriales, impose aux collectivités territoriales de plus de 20 000 habitants de présenter chaque année, en amont de l'examen du budget, un rapport sur la situation de l'égalité entre les femmes et les hommes à l'Assemblée délibérante. Comme le prévoit la loi, le décret du 24 juin 2015 fixe le contenu de ce rapport que vous avez en annexe. Celui-ci se comporte en deux volets, un volet interne relatif à la politique de ressources humaines de la collectivité en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et un volet territorial qui concerne les politiques d'égalité menées sur son territoire. Ce rapport doit être appréhendé comme un inventaire et un document d'orientation, mais également comme une occasion de porter l'égalité femmes-hommes devant l'Assemblée délibérante et de contribuer à un travail plus global, de sensibilisation des élus, des agents et de la population. Au vu de ces éléments, monsieur le maire vous propose de bien vouloir prendre acte de ce rapport, sachant que la Commission administration générale, finances et ressources humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci. Merci. Bon, vous avez tous bien sûr pris connaissance avec soin des 16 pages de ce rapport. Je ferai simplement une remarque qui n'est pas anodine. On peut penser quelquefois, et à une certaine époque, c'est ce que l'on pensait et qu'on pouvait constater, que dans les collectivités, comme dans d'autres administrations, plus on montait dans la hiérarchie, moins il y avait de femmes, et que les femmes, sans vouloir être caricaturales, étaient plutôt cantonnées à des fonctions d'exécution. Ce rapport nous permet de constater que, c'est global, je pense, dans notre pays, mais très marqué dans notre commune, la situation n'a plus rien à voir avec ce qui pouvait être constaté il y a quelque temps, puisque nous avons sur 3 membres de la direction générale 2 fois plus de femmes que d'hommes, que sur l'ensemble des directeurs, nous avons 7 fois plus de femmes que d'hommes, et quant aux chefs de service, nous avons 4 fois plus de femmes que d'hommes. Et en plus, ces chiffres ont le bon goût de donner des entiers, puisque les divisions se font à 2 et 1, ça fait bien 2 fois plus, 14 divisé par 2, ça fait bien 7, et 16 divisé par 4, ça fait bien 4. Donc, je crois que sur notre commune, la place qui n'ont pas été accordée, mais qui se trouve être celle de nos personnels de sexe féminin est une place totalement éminente, et ce n'est pas votre serviteur qui s'en plaint, loin de là. Remarques, questions? Je n'en vois pas, je mets aux voix. Qui est favorable? Pas d'avis contraire, pas d'abstention. C'est donc adopté. Le point suivant que nous présente Christiane Lafont, c'est l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Élan 77. Merci, monsieur le maire. Lors de l'adoption du budget primitif 2025, des enveloppes de crédit ont été votées dans chaque secteur en vue de leur attribution aux associations locales. Conformément à l'article L. 2311-7 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit ensuite délibérer afin d'attribuer les subventions à chacune de ces associations. Lors du conseil municipal du 19 mai 2025, de nombreuses associations s'étaient vues attribuer une subvention, dont Élan 77 pour un montant de 1 000 €, pour leur organisation de leurs séances de natation destinées aux personnes porteuses de handicap. En septembre 2025, l'association nous a informé de la nécessité de procéder à l'achat de nouveaux équipements. Après étude de cette demande de subvention exceptionnelle, il apparaît néanmoins nécessaire d'accompagner cette association dans leurs achats. Au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous propose d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 2 000 € à l'association Élan 77, sachant que la commission prévention, épanouissement éducatif, social et citoyen a voté à l'unanimité cette délibération. Merci. Je ne vois ni remarques ni questions. Je vais mettre aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire ni d'abstention. C'est adopté. Le point suivant que nous présente Laure Agnès Moll-Arcadix
et que nous confirmera Ada Kirkali, c'est la reprise en interne de la commercialisation des espaces publicitaires de notre magazine municipal. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, il est proposé au conseil municipal d'approuver la reprise en interne de la commercialisation des espaces publicitaires dans le magazine de la ville, Rencontre. La commune publie 5 numéros du magazine Rencontre par an et le distribue via un prestataire dans les 10 600 boîtes à lettres sur l'ensemble de la ville. Le magazine comprend 2 pages de publicité, donc 2e et 4e de couverture, proposant entre 2 et 16 encarts publicitaires selon la taille des emplacements. Ces encarts donnent de la visibilité aux commerçants, évidemment, et aux entreprises de la ville et des alentours, et permettent également à la commune de financer la parution du journal. Jusqu'à présent, la commercialisation des encarts publicitaires était confiée à un prestataire extérieur qui percevait 34% des recettes qui étaient générées par ces emplacements publicitaires. Cette mission peut être assurée en interne au sein des services municipaux et c'est pour cela que Monsieur le maire nous propose d'approuver cette reprise en interne de la commercialisation des espaces publicitaires dans le magazine municipal Rencontre, sachant que la commission aménagement et développement durable a émis un avis unanime concernant cette délibération. Merci. Pas de remarques ni questions. Je vais mettre aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. C'est donc adopté. Le point 6 que nous rapporte Jean-Michel Guilbault, c'est l'institution du permis de démolir sur l'ensemble de la commune. Merci, Monsieur le maire. L'article R 421-28 du Code de l'urbanisme impose le permis de démolir dans les secteurs protégés, notamment les périmètres de restauration immobilière, secteurs sauvegardés, sites classés ou inscrits, et en cas de démolition totale ou partielle d'un élément protégé par le plan local d'urbanisme. En cas d'opération de démolition-reconstruction, le permis de construire est accompagné de pièces requises pour la démolition. L'autorisation de construire vaut alors autorisation de démolir. En dehors de ces cas ci-dessus, où le permis de démolir est obligatoire de plein droit, le permis de démolir ne s'applique que s'il a été institué par délibération du conseil municipal. L'institution du permis de démolir sur l'ensemble du territoire communal permet un suivi de l'évolution du bâtiment de la commune et assurer une cohérence dans le traitement des demandes de démolition, y compris lorsqu'elles ne s'accompagnent pas d'un permis de construire pour une reconstruction. L'autorisation de démolir est requise pour tous les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable toute ou partie de construction, en dehors des cas prévus par l'article R 421-29 du Code de l'urbanisme, notamment en cas de protection du secret de la défense nationale, des bâtiments frappés de servitude d'alignement et de bâtiments menaçants de ruine. Au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous propose de délibérer pour instituer le permis de démolir sur l'ensemble de la commune, sachant que la commission aménagement et développement durable a émis un avis favorable. Merci. Tout ceci apparaît visiblement clair. Pas de remarques, pas de questions. Je mets aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Ceci nous permet de passer au point initialement 8, devenu 7, que nous présente Cyril Delpuech. C'est l'aide aux frais de restauration apportée aux familles dont les enfants sont scolarisés en Ulysse hors de la commune. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit en effet d'une délibération traditionnelle en cette saison. Donc, il nous est proposé ce soir d'apporter un soutien financier, comme vous le disiez, donc aux familles comblavilaises dont les enfants sont scolarisés par nécessité médicale au sein d'une unité spécialisée dans d'autres communes. Donc, plusieurs enfants comblavilais sont scolarisés pour cette année scolaire en cours dans des dispositifs d'autres communes, comme je le disais, notamment à Melun et Brie-Contrebert. Notre commune propose systématiquement aux communes d'accueil de ces enfants un principe de réciprocité qui permet de les facturer pour les prestations de restauration municipale sur la base du même mode de calcul que les familles de la commune, à savoir bien sûr le quotient familial.
mais certaines villes ne le souhaitent pas. Aussi, donc, pour garantir une équité entre les familles, cette délibération prévoit de les rembourser, de rembourser en tout cas la différence tarifaire. Ces sommes seront bien sûr versées pour l'année scolaire en cours et sur présentation des factures acquittées. La commission prévention, épanouissement éducatif, social et citoyen a émis un avis favorable unanime. Merci. Oui, effectivement, comme ça a été dit, c'est une délibération que nous prenons régulièrement puisque nous y sommes obligés tous les ans à même époque. Pas de remarques, pas de questions, je mets aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté. Le dernier point, donc numéro 8, nouveau, c'est présenté par Cyril Delpech, la modification du règlement intérieur des accueils péri- et extrascolaires. Merci, Monsieur le maire. Donc, cela concerne en l'occurrence les études surveillées ou dirigées. Donc, en effet, concernant les études, notre règlement intérieur prévoit une inscription annuelle et la tarification est établie selon un forfait unique pour tous, calculé en fonction du nombre total de séances programmées. L'inscription engage donc l'enfant à participer aux 2 journées prévues, donc en l'occurrence les lundis et les jeudis, et ce, quel que soit le nombre de séances effectivement suivies. Donc, il vous est proposé ce soir d'autoriser les enfants ayant une pathologie de santé à ne fréquenter l'étude qu'1 soir par semaine à titre exceptionnel pour qu'aucun enfant ne souffre de discrimination liée à sa situation. Il sera désormais possible, sur présentation d'un justificatif, d'inscrire l'enfant et de leur imputer, bien sûr, un tarif spécifique calculé sur la présence effective d'un seul soir par semaine. Donc là encore, la commission prévention, épanouissement éducatif, social et citoyen a émis un avis favorable unanime. Oui, vous l'avez compris, hein, c'est à partir en particulier d'une situation qui pourrait se reproduire que nous avons souhaité ne pas priver un enfant qui par ailleurs est retenu un des soirs concernés par des soins médicaux ou par un accompagnement de nature médicale, ne pas le priver de cette étude dirigée autant qu'il peut en bénéficier et sans que la famille n'en soit financièrement victime. C'est à partir de cela, et en veillant bien sûr, ce qui est écrit dans le règlement, à ne pas ouvrir une porte à d'éventuelles occasions d'aubaine, comme on dit, et qui peuvent éventuellement se produire. Pas de remarques, pas de questions, je mets aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Il en est ainsi décidé. Nous avons achevé l'examen des 8 délibérations que nous avions à adopter. J'ai reçu dans le cadre de notre règlement, 2 questions qui nous sont posées par le groupe Agissons pour Combes. Je donne la parole à l'un de nos 2 collègues pour la première question. Merci. Alors, des arbres en pot sont disposés sur la place du 14 juillet. Beaucoup d'habitants s'interrogent sur le devenir des végétaux. Ne serait-il pas préférable qu'ils vivent en pleine terre ? Le cas échéant, serait-il envisageable de les faire adopter par nos concitoyens en organisant, par exemple, une opération « Adopter un arbre » via le site et le groupe Facebook de la mairie, moyennant une participation financière ou pas, et de garder ces pots pour les destiner à des plantations plus adéquates. Merci. Merci de cette question. Effectivement, les arbres que nous avons actuellement disposés avec leurs pots sur l'esplanade du 14 juillet proviennent, vous le savez, de la rue du Bois-l'Évêque, puisque initialement, devant le constat que nous ne pouvions pas, sur le trottoir planté en pleine terre d'arbres, nous avions souhaité, lorsque nous avons rénové la rue du Bois-l'Évêque, malgré tout, l'agrémenter de végétation au travers de ces arbres en pot, ce qui n'était pas une solution très satisfaisante, mais qui malgré tout apportait du végétal. Bon, j'ai souhaité, vous le savez, qu'on reprenne le sujet en essayant de voir si, en ne supprimant pas de places de stationnement, et c'est le cas, nous pourrions malgré tout planter des arbres en pleine terre sur le seul côté où ceci était possible, vu la configuration nouvelle de la rue. Et nous avons donc réalisé ces aménagements qui vont être complétés très prochainement par la replantation en lieu et place des arbres qui, le pépiniériste l'avait reconnu, n'ont pas réussi à prendre
là où on les avait plantés. Donc nous avons réalisé ces plantations qui vont toutes être consolidées dans quelques jours et quelques semaines, c'est la période. Et donc le problème sur la rue du Bois-l'Évêque est donc traité de manière plus satisfaisante. Bon, il a été bien sûr souhaité que les arbres qui étaient dans les bacs puissent avoir encore un attrait, et pourquoi pas représenter quelque chose de pas trop désagréable, d'où cette idée. J'ai salué l'initiative prise par nos services techniques de les stocker, de les repositionner sur l'esplanade du 14 juillet, espace très minéral, dont il faudra d'ailleurs s'occuper. Les étudiants auxquels nous avons demandé de nous donner des idées, de faire des propositions sur ce secteur en particulier, nous ont présenté un programme que nous mettrons en œuvre le jour venu, d'un apport végétal de qualité sur l'esplanade du 14 juillet. Mais dans cette attente, nous avons estimé que ce n'était pas une plus mauvaise idée que cela de mettre ces arbres qui présentent, grâce au fait qu'ils sont en pot, un avantage fonctionnel qui n'est pas négligeable, puisqu'ils peuvent être déplacés facilement lorsque l'esplanade accueille des manifestations. Ça a été le cas récemment avec l'accueil d'un cirque sur cette esplanade, ou autres événements municipaux. Ça sera le cas à l'approche du printemps, lors de notre traditionnelle fête foraine qui, vous le savez, se déroule à cet endroit. Sur le principe que vous évoquez de planter ces arbres en pleine terre, bien sûr, nous partageons cet objectif qui pourrait permettre la renaturation de la ville. Bon, il faudrait identifier, et ça nous pouvons l'envisager, des emplacements adéquats, compatibles, c'était la question sur la rue du Bois-l'Évêque, avec la présence, ou plutôt l'absence de réseaux souterrains, les usages de l'espace public et les contraintes techniques que nos services techniques connaissent parfaitement. Votre idée d'une opération « j'adopte un arbre » est tout à fait intéressante. Elle permettrait, pourquoi pas, d'associer les habitants à la gestion de notre patrimoine végétal communal, de les sensibiliser à l'importance de l'arbre. Je rappelle que notre commune, il y a quelques années, avait été finaliste nationale du prix de l'arbre. Et le prix de l'arbre, il n'y en avait qu'un. Il y avait 2 finalistes, le lauréat et nous. On n'a pas eu le 2e prix. Il n'y avait qu'un seul prix, le prix de l'arbre. Mais nous avons été finalistes du prix national de l'arbre. Et moi, je suis tout à fait ouvert, et j'ai donc indiqué dès aujourd'hui à notre direction des services techniques qu'elle engage une étude qui n'a pas besoin d'être très approfondie sur le sujet. Il faut définir, bien sûr, à la fois le cadre juridique et le cadre logistique pour que cette initiative puisse être concrétisée. Nous allons l'examiner avec toute l'attention nécessaire, dans les délais les meilleurs, sachant que si cette idée dont je suis prêt à adopter le principe, pour permettre d'adopter un arbre, puisse être concrétisée si nous y parvenons avant le printemps, du moins tant qu'il est encore possible de planter des arbres, bien évidemment. Voilà, donc merci de cette suggestion qui a retenu toute notre attention et a de bonnes raisons d'être poursuivie et pourquoi pas d'aboutir. Une deuxième question, c'est M. Vrignot, allez-y. Oui. Oui, monsieur le maire, permettez-moi de revenir un petit peu sur une délibération que nous avons prise le mois dernier. Concernant la cession de la parcelle AB 459, sur laquelle est envisagé un projet immobilier ainsi que la MJC, nous avons été amenés à délibérer lors du conseil municipal du 16-12-24 sur l'offre d'acquisition présentée par Four Stone Promotion. Lors du dernier conseil, vous nous avez présenté donc une nouvelle délibération sur laquelle nous sommes abstenus. En effet, la nouvelle société, Artelli, s'est substituée à Four Stone Promotion, présentant une nouvelle offre d'acquisition.
On n'a pas eu les raisons vraiment du désengagement, hormis le fait qu'il y avait eu des désaccords avec le voisinage. Et cette société qui est apparue n'avait que quelques mois d'existence. Pour rappel, donc, la première offre d'acquisition datée du 19/07/24 était signée par son président, M. Olivier Douville. La nouvelle offre d'acquisition, datée du 23/08/25, était signée par son gérant, M. Olivier Douville. Malgré le changement de société, nous constatons qu'il s'agit de la même personne. Cet élément n'a pas été évoqué lors du dernier conseil municipal. Il mérite quand même quelques éclaircissements. Nous vous en remercions. Et surtout, ça mérite que vous puissiez passer une bonne soirée étant rassénéré sur la totale transparence de ce sujet. Il est clair que vous n'aviez aucune idée du contraire dans votre propos. Alors, il n'y a pas de désengagement de quiconque, de même qu'il n'y a pas eu de heurts avec le voisinage. Il y a eu un vrai dialogue avec le voisinage, un dialogue qui a conduit à ce que l'investisseur dise, et nous avec lui, ce qui était susceptible d'être proposé comme projet correspondant à la cession du foncier pour la valeur de 4,2 millions dont nous avons reparlé tout à l'heure. Il y a eu d'autant moins de désaccords que nous avions pris l'engagement de tout faire pour que l'investisseur tienne compte de ce qui était suggéré et demandé par les riverains et qui était parfaitement légitime, et que l'investisseur a totalement suivi ce que nous lui avons demandé et est même allé au-delà de ce que nous lui avions demandé, à la satisfaction des riverains que nous avons revus et qui ont pris acte et note avec satisfaction que leur demande avait été prise en compte et que dorénavant, il n'y avait pas matière à s'interroger plus que cela. Donc, je tenais à rectifier cela. Par contre, sur le sujet en lui-même, bon, ceci est très fréquent. Je vais prendre un exemple que je connais bien parce que le promoteur en question est intervenu à plusieurs reprises sur la commune. Je veux parler des nouveaux constructeurs. Les nouveaux constructeurs, comme beaucoup de promoteurs de rang national, ont une pratique qui s'explique parfaitement, qui est que la maison mère établit les contacts, ensuite éventuellement acquiert le foncier pour pouvoir envisager la réalisation, puis ensuite confie le soin à une société civile créée pour l'espèce, le soin de réaliser l'opération. C'est un processus qui se produit très fréquemment, qui n'a jamais choqué qui que ce soit, et qui est parfaitement légal, derrière lequel il n'y a rien à chercher de particulier qui soit douteux. Bon, bien, c'est de cela qu'il s'agit. Le promoteur Forstone, au moment de passer de l'accord de principe à la réalisation concrète, a confié le soin à la société Artelli, qui, et ce n'est pas un hasard dans ce contexte, a comme gérant M. Douville, qui est par ailleurs le président de Forstone. On est donc dans ce schéma assez fréquent dans l'immobilier, d'un groupe qui lance un projet et qui ensuite en confie la réalisation et la commercialisation à une société dédiée. Il n'y a absolument aucun loup qui se cache derrière tout ça. Et bien évidemment, il y avait matière à vous rassurer sur tout risque qu'il y ait des choses pas normales. Tout ceci est normal, transparent et n'appelle pas plus de commentaires que cela. Merci à vous, merci à toutes et à tous, et au mois prochain, dernière séance de l'année pour l'adoption en particulier de notre budget.